À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est donc un étudiant algérien de 23 ans, un étudiant lambda en apparence, qui a failli commettre un carnage dimanche dans une ou deux églises de Villejuif en région parisienne. Bonjour Alain Rodier. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche chargé du terrorisme au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes également ancien officier supérieur au sein des services de renseignement français. Forcément, depuis hier, l'inquiétude est remontée d'un cran et on se dit que si ce garçon a été arrêté, c'est d'abord un coup de chance. C'est ça la réalité déjà ? Ah oui, tout à fait. Là, il y a la maladresse de cet individu qui s'est donc tiré une balle dans la jambe, a provoqué son arrestation. Il avait bien attiré l'attention des services de renseignement par le passé, mais rien ne permettait de judiciariser l'affaire, comme a déclaré le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Ça veut dire qu'une fois de plus, il n'y a pas de dysfonctionnement. On savait qui il était, mais il n'y avait rien contre lui. Et sauf à arrêter tout le monde de manière préventive. Absolument, et donc nous sommes une démocratie, ça serait vraiment à ce moment-là passer en état d'exception, on n'en est pas là. Vous le disiez, le suspect avait été repéré par les services de renseignement. Fiche S, nous dit-on. C'est quoi une fiche S ? C'est une fiche de mise en garde, une fiche de sécurité. Cet individu, chaque fois qu'il a été contrôlé, donc ça sort sur l'ordinateur du fonctionnaire de police ou du gendarme qui le contrôle. Mais ça attire son attention, mais ça ne veut pas dire du tout à ce moment-là qu'il le met de côté et qu'il l'arrête. Mais c'est quoi fiche S ? C'est rouge et ça clignote ? C'est vraiment voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça apparaît. Cet individu a attiré l'attention des services de sécurité et là, dans le domaine du terrorisme. On a retrouvé chez lui des armes de guerre, des armes de poing, des munitions, des gilets pare-balles. À chaque fois, c'est des, c'est au pluriel. Est-ce que ça peut être l'arsenal d'un homme seul ? Non, à moins qu'il soit un collectionneur, non, je ne le vois pas. Non. En tout, je crois qu'on a retrouvé entre sa voiture et son domicile 4 fusils d'assaut Kalachnikov, d'après ce que j'ai compris, 2 armes de poing au minimum. Et puis des gyrophares de police, etc. Voilà. Donc pour un homme seul, c'est beaucoup trop. Bien sûr, il a que 2 mains. Donc non, malheureusement. Donc on peut redouter qu'il y ait encore des complices dans la nature là. Exactement. Et l'enquête est en train de remonter la pelote de laine. Et c'est pour ça qu'il reste extrêmement discret. Tout de même, bien qu'il y ait une communication d'un certain côté, mais les détails de l'enquête n'apparaissent pas. Et c'est tout à fait logique puisqu'il va falloir trouver les gens avec lesquels il était en contact ici en France, et puis surtout, il va falloir identifier l'individu avec lequel il communiquait en Syrie, parce que ça, c'est un point fondamental. Oui, parce que visiblement, il était téléguidé par un djihadiste en Syrie via Internet. Est-ce que ça veut dire que la surveillance des réseaux d'Internet n'est pas encore suffisante aujourd'hui ? Elle est extrêmement compliquée. Elle est compliquée ou elle est impossible, pour parler franchement ? Elle est impossible dans la mesure où les moyens sont tellement énormes qu'on ne peut pas tout surveiller. Alors même avec les moyens techniques qui font un tri au préalable, c'est tout de même le problème, c'est toujours au niveau de l'humain, c'est-à-dire au niveau de l'analyste qui est derrière son ordinateur et qui voit passer les différentes interceptions. Mais il peut en laisser... Vraiment, l'expression « une aiguille dans une meute de foin », c'est vraiment ça. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on s'attaque suffisamment à la lutte contre les armes en France ? On a toujours l'impression que pour les jeunes, c'est facile de trouver des armes. Non, c'est pas si facile que ça, il ne faut pas exagérer non plus. Nous avons affaire là à un marché parallèle qui est bien connu, qui existe en Europe. Même en Grande-Bretagne, où la législation est beaucoup plus restrictive, parce que pour ainsi dire, on n'a pas le droit de détenir d'armes à feu en Grande-Bretagne, eh bien les truands arrivent à se fournir. C'est un marché parallèle qui existe bien, qui vient essentiellement des pays de l'Est, généralement. C'est un marché extrêmement intéressant, après celui de la drogue, qui rapporte énormément au crime organisé. Mais ça amène une autre question, c'est les relations, effectivement, entre le crime organisé et le terrorisme. Je trouve que là, peut-être qu'on n'aborde pas assez ce problème, parce que je prends un autre exemple. C'est quoi, c'est des délinquants qui deviennent des terroristes, qui se radicalisent, c'est ça ou pas ? C'est des trafiquants qui se radicalisent ? C'est pas tout à fait ça, c'est que le crime organisé fournit des moyens aux mouvements terroristes. Ou alors même, je prends un exemple dont on a beaucoup parlé, l'État islamique vend du pétrole. C'est très bien, il vend du pétrole. Mais à qui ?
Il y a donc des gens qui achètent. Donc derrière ces gens qui achètent, vous avez automatiquement le crime organisé. En Afghanistan... Qui blanchissent pétrole et qui peut nous le revendre à nous, en France, en Europe, dans le monde entier. Exactement. On met peut-être du pétrole de l'État islamique, on finance peut-être l'État islamique sans le savoir en faisant le plein. Tout à fait. Et en plus, il y a le trafic de drogue qu'on a tendance à oublier. L'Afghanistan, à l'heure actuelle, est le premier producteur mondial d'opium. Donc, on pourrait dire que 50% ça va aux autorités gouvernementales afghanes et 50% aux talibans. Alain Rodier, on a beaucoup dit qu'on avait une faiblesse du renseignement après les attentats de janvier. Est-ce que les méthodes ont changé? Est-ce qu'il y a déjà des recrutements en cours? Est-ce qu'on est trop proche encore pour que ça ait évolué? Bon, alors les méthodes n'ont pas changé. Les méthodes de renseignement, c'est toujours les mêmes. Alors c'est vrai qu'il y a un appel d'air, c'est-à-dire qu'il va y avoir des recrutements de fonctionnaires, mais on ne transforme pas tout d'un coup quelqu'un en agent de renseignement en 2 mois de temps. Donc il faut d'abord le recrutement, il faut ensuite une formation. Comme on dit, ça va prendre un certain temps. Cela dit, il ne faut pas s'affoler. Cette lutte contre le terrorisme, c'est une lutte dans la durée qui va durer des années. Donc, c'est vrai qu'un certain nombre de postes sont créés dans le renseignement pour parer à cette menace, mais ils ne vont pas être opérationnels du jour au lendemain. On a un sentiment de Pauline Graziani qui vous écoute en ce moment avec le hashtag un matin. Je suis plus attentive aux débats et mesures prises tout en me sentant aussi impuissante. Est-ce que ce n'est pas un bon résumé de la situation finalement? On fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas grand-chose. On peut énormément. Il faut pas. Il y a aussi beaucoup d'affaires qui se règlent en amont et dont on ne parle pas et dont on ne parlera pas, bien évidemment. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait. Cela dit, il est vrai qu'ils passeront à travers les mailles du filet à un moment ou à un autre. Malheureusement, on ne se pose pas la question est-ce qu'il va y avoir un attentat terroriste, on se pose la question quand et où. Ça veut dire qu'il y a des monsieur lambda comme celui qui a été interpellé. On peut imaginer qu'il y en a des dizaines, des centaines, peut-être davantage dans le pays, prêts à dégainer. Voilà, tout à fait. Et alors, la grande problématique, c'est de savoir quand est-ce que ces individus vont passer à l'acte. Et ça, il y a eu des études qui ont été faites, que ce soit par des sociologues, des professeurs en criminologie, etc. Mais on sait pas ça, on peut pas. On n'arrive pas à le trouver parce que c'est extrêmement compliqué. De ce qu'on sait du profil de ce jeune homme, cet Algérien, vous trouvez qu'il est semblable à ceux des frères Kouachi ou de Koulibaly, le tueur de l'hypercacher? Non, pas du tout. Justement, c'est ça qui est très intéressant. Les frères Kouachi provenaient de la petite délinquance et de la petite criminalité. Lui, pas du tout. Il avait un casier judiciaire vierge, bon, à part une affaire, je crois, de violence, mais enfin, là il faudra encore éclaircir. Mais enfin, il avait donc un niveau d'études tout à fait correct. Il vivait pas dans les banlieues reculées et miséreuses, etc. Non. Il était vraiment... c'est un autre personnage. 2 petites questions pour finir. Vous qui avez travaillé dans les services secrets, pensez-vous qu'il faut coopérer avec les services secrets syriens, ceux de Bachar al-Assad, pour plus d'efficacité? Est-ce que ça nous aiderait? Parce que lui, il avait des contacts avec la Syrie, visiblement. Ça nous aiderait certainement. Cela dit, je me pose la question, que détiennent maintenant les services secrets syriens sur les renseignements, sur les terroristes qui sont leurs adversaires? Ils détiennent très peu d'informations qui peuvent nous intéresser. Et je rappelle qu'une coopération avec un autre service, ce sont des échanges. Donc si on attend des renseignements des services syriens, il faut être capable de leur donner des renseignements. C'est donnant. C'est donnant, il n'y a rien de gratuit. Dernière question, Christophe sur Europe1.fr. Est-ce que le fait que la ville s'appelle ville juive peut avoir un sens dans le choix de la cible? Bon, là, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas dans le raisonnement, on disait le passage à l'acte tout à l'heure, pourquoi pas l'individu, ça lui aurait donné cette idée, c'est possible, mais c'était des églises qui visaient. Il visait des églises à Villejuif, voilà. Donc exactement. Merci Alain Rodier d'être venu en direct sur Europe 1, outre vos fonctions au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes aussi l'auteur d'un e-book, Grand angle sur le terrorisme. Il est sorti il y a quelques semaines chez UPPR Éditions. Merci, bonne journée à vous.